la libération de la femme, vous? Ben, ils nous ont tellement aidés. Comment est-ce qu'on les aiderait à se libérer un petit peu? Ouais, mais c'est quoi se libérer? Ben, il y a bien des choses dans la libération, hein? Ouais. Comme nous autres, qu'on sait qu'on a eu beaucoup de libération. Qu'est-ce qu'ils ont fait en particulier, les femmes, pour vous aider? Oh, ben, tout énuméré, il y en aura trop. Oui, c'est vrai, ça. À mon Vous sujet, avez moi. raison, ouais. Pensez-vous que les hommes aussi... Mais le premier aujourd'hui collectif qui fait référence féministe, c'est bien Vidéo Femmes, donc qui émerge en 1973, appelé dans un premier temps La femme et le film, jusque dans les années 80 où il changera d'appellation donc pour Vidéo Femmes. Et donc j'invite Nicole Giguère et Hélène Doyle à venir parler de ces premiers pas. Moi, je voudrais profiter aussi de ce bloc-là pour parler, c'est les années 70. On travaillait beaucoup en équipe, à plusieurs, sur une production. Puis ça a pris même du temps avant qu'on dise, bon, telle personne fait la réalisation, telle personne fait le montage. On faisait un peu tout. Voilà. Une réalisation, une vidéo, parce qu'on ne disait pas un film, une vidéo de Hélène Doyle et Nicole Giguère. On ne savait pas trop qui avait fait quoi, mais c'était un peu comme ça. Il y a aussi que tout ça, c'était fragile. Hein? Je veux dire, on ne vivait pas. Je veux dire, il n'y avait pas de boîte de production, il n'y avait pas un producteur. Je veux dire qu'on faisait tout. Donc, tout ça, c'était toujours fragile. Donc, on est allé, on a navigué d'un projet à l'autre, en fait. De la Nef des sorcières, où on s'est tenu autour d'Hélène Roy, 1 an et demi. Nous, on allait gagner notre vie ailleurs. Il ne faut pas oublier ça. Là, je veux dire, il n'y a pas de boîte de production. Alors, on allait ailleurs. Par période. Et puis, bon, tout à coup, il y avait un tournage à Montréal, il y avait ci, il y avait ça. La même chose pour Chaperon Rouge. Et on a fait, et Nicole et moi, on s'est absentés pour faire C'est pas le pays merveille. Mais en même temps, on donnait des ateliers, on ouvrait des ateliers dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Donc, on a eu Michel, puis Mado. Et c'est comme ça qu'il y a des filles qui sont venues greffer autour de nous. Mais chacune arrivait aussi en disant, moi, j'ai un projet, je vais essayer de le faire. Tout le monde était un petit peu autonome. Moi, c'est pas du tout l'idée de la boîte de production. C'était vraiment, j'ai un projet, vous êtes là, comment qu'on fait? Et qui veut m'aider? Qui veut m'aider? C'est à peu près que ça. Alors, on commence déjà à aborder le documentaire de fond, de point de vue, et une recherche aussi formelle, parce que ça a été important dans nos discussions à Vidéo Femmes. C'était pas juste on tourne. Une FSC sorcière, c'est presque 1 an et demi de travail. Comme là, on a fait un peu sur un coup de tête, mais il y avait cette espèce de questionnement sur l'écriture, surtout en étant en contact avec toutes ces femmes extraordinaires. On ne pouvait pas faire autrement que se poser les questions, nous aussi, de est-ce qu'il y a une écriture féminine, féministe, c'est quoi la parole, quels sont les sujets tabous. Alors, tout ça, cette année-là, a été très important pour toutes les filles de Vidéo Femmes. Parce que un tournage d'1 an avec quand même 52 bobines à l'issue du tournage. Hein. C'est ça. Ouais. Hélène Roy, justement, a vraiment contribué à la création du film Une Nef et ses sorcières. Donc qui part d'une rencontre en fait avec Nicole Brossard et Luce Guilbeault. Luce Guilbeault qu'elle côtoie à partir des années 70 donc dans le milieu artistique. Donc comment va naître un petit peu cette création autour de la pièce de théâtre, et vous, quelles ont été votre rencontre justement et vos échanges avec les artistes qui ont créé la pièce de théâtre, donc Une Nef et ses sorcières, qui était une pièce de théâtre féministe très importante dans ces années-là. En fait, oui, c'est Hélène qui, avec Luce, a initié cette idée de tourner au fur et à mesure, parce que c'est un processus qui a duré presque 1 an avant que la pièce soit présentée. Donc, et on a été invités à venir de temps à autre, être témoins de ce travail de préparation où des écrivaines et des actrices travaillaient sur des grands thèmes. Même pas des grands thèmes, des archétypes dont on ne parlait pas souvent. Par exemple, la femme ménopausée, l'ouvrière, l'actrice, l'écrivaine. Hélène a constitué, en fait, en nous demandant si elle voulait l'accompagner. Et elle avait fait la rencontre d'Hélène Bourgault, qui est là, qui était ici à Montréal. Et finalement, on s'est retrouvés, les 3 Hélène et Nicole, à suivre la Nef des sorcières, toute la préparation de la Nef des sorcières, plus, quand la pièce a été présentée, de filmer cette présentation. Et après, d'aller chercher aussi un peu le pouls du public, parce que ça avait fait énormément de vagues.
Ce que me disait Hélène aussi, c'était que s'il était très difficile de faire la captation en fait de la pièce Une nef et ses sorcières, puisque le théâtre ne voulait pas qu'il y ait de captation dans ce lieu-là. Donc c'est avec un petit peu en caméra cachée qu'Hélène Bourgault et Hélène Roy ont introduit un petit peu le théâtre et ont filmé en fait tout l'ensemble de la pièce en fait. Et c'est pas des entrevues après, c'est tout le travail préparatoire pendant 1 an, c'est ces rencontres de femmes pendant 1 an avant de mettre la pièce, qu'elle soit présentée au public. Les années 80 ont été très prolifiques. On en faisait chacune au moins un par année. Alors, il y en a eu. Ça a été dur de choisir. On a choisi tous les jours parce que c'était un appel d'offres de Radio-Québec qui était en période de régionalisation. Ça faisait longtemps qu'ils parlaient de régionalisation, mais il n'y avait encore eu jamais de production à Québec. Ils ont fait un appel d'offres pour une première émission réalisée à Québec et on a soumis quelque chose. Vidéofemme a soumis une proposition sur le harcèlement sexuel, c'est nous autres qui l'a eu. Le scénario était de Jocelyne Corbeil des Folles Alliées, avec qui on a travaillé beaucoup. Les Folles ont joué comme comédiennes, ont fait de la musique, ont écrit des chansons, ont écrit des textes avec nous pour plusieurs productions. Et plusieurs comédiens, on voulait aborder ça aussi. Plusieurs comédiens de Québec qui ont joué dans nos productions ces années-là. Oui, on a lancé Rémi Girard, Pierrette Robitaille, Yves Jacques. Ils ont tous été dans nos vidéos. Sortaient de l'école, ils sortaient des conservatoires, tout ça, puis ils ont commencé à... C'était, pour plusieurs, c'était leurs premières expériences au cinéma. Dans C'est pas le pays des merveilles, dans Tous les jours, il y avait Bob Walsh dans Tous les jours, il y avait vraiment toutes sortes de monde. Là. Et ça a été la première fois où on s'est nommé pour la première fois. Réalisatrice, directrice photo, preneur de son, monteuse, productrice, où on a comme associé des mots. On a arrêté d'être dans une espèce de magma collectif. On a commencé à se nommer. Le prochain extrait, en fait, c'est un film musical, parce qu'on a beaucoup fait ça aussi. En tout cas, moi, j'en ai fait beaucoup. Les autres ont beaucoup intégré de musique aussi. Bon, puis il y en a d'autres aussi dans les autres générations qui en ont fait. Des films avec des musiciens ou sur des musiciens. Ça, on l'a choisi parce que c'est une chanson de Louise Portal sur laquelle on a fait un film qui parle de l'histoire des femmes. Ça s'appelle L'Histoire des femmes. J'avais connu Louise Portal parce que j'avais fait déjà une production qui s'appelle On fait tout du show business, qui était sur les rockeuses, les musiciennes de rock des années 80. Donc ça, c'était sorti en 84. Et puis, quelques années plus tard, Louise nous a téléphoné et a dit cette chanson-là, Histoire infâme, qu'elle venait de sortir, là, elle était chanteuse à cette époque. Elle dure 8 minutes, donc on ne peut pas la faire en clip, elle ne passe pas à la radio. Est-ce que Vidéofemme serait intéressée à faire quelque chose avec ça? Puis, bon, c'est ça, on avait financé ça comme un film musical. Mais l'idée était de le présenter parce pour montrer on suivait un petit peu l'évolution technique, parce qu'au cours des années, on a commencé avec du noir et blanc, mais après ça, on est passé au 3/4 de pouce, puis après ça, bon, au Betacam et tout ça. Et même au 16 mm à l'occasion. Alors, celui-là a été tourné en 16 mm, mais on l'a transféré en vidéo après pour le montage, parce que c'est tout basé sur des effets vidéo de 86. Alors, on avait travaillé ça, on avait même suivi des stages dans l'État de New York, à Owego et tout ça. On voulait expérimenter plein de trucs au niveau des effets visuels qu'on pouvait faire avec la vidéo, nous offrait tellement de possibilités. Donc, ça a été tourné sur un écran vert et bon, monté après et tout ça. Et ce qui était particulier, c'est que comme on avait été au Japon quelques années avant, on avait des contacts au Japon. Et là, quand il s'est s'agit, on a monté en 1 pouce vidéo. Et on a voulu le faire transférer en 35 mm. On a fait des tests à l'ONF qui disaient non, ça ne marchera jamais, ça ne sera jamais bon. On a fait des tests à New York et on a envoyé une petite minute à Tokyo, à des gens qu'on connaissait. Et voilà, finalement, le transfert s'est fait à Tokyo. Alors, on était la première boîte du Québec à faire affaire avec cette grosse maison de post-prod à Tokyo, en leur faisant miroiter qu'on leur ferait bien des contacts au Québec. Une petite question, où est-ce qu'il a été diffusé le clip? Oui, bien, comme il a été transféré en 35 mm, donc ça lui a assuré une bonne... il a été présenté dans les cinémas en première partie de film, même il avait été présenté, je pense que c'était, je ne sais pas si c'est les Rendez-vous ou un festival à Montréal, enfin, qui avait été présenté en ouverture.
C'est un petit peu pour ça qu'on l'a mis, pour montrer un peu l'évolution technique, parce que quand même, c'était quelque chose qui nous intéressait, en tout cas de s'améliorer au niveau du tournage et de la post-production. Et le tournage s'est fait à l'ONF aussi. Ah, dans les studios de l'ONF. Petite question, Nicole, que je te posais pendant la projection de l'extrait. Au niveau des extraits de films en fait, que tu as inclus dans le clip, alors comment tu as pu avoir ces extraits? Tout du piratage. On n'a rien payé. On n'avait évidemment pas de budget pour les droits. Il n'y a rien de payé là-dedans. Et évidemment, il n'y avait pas d'Internet à ce moment-là. Hein? Alors, pour les trouver, puis c'est des bouts de films qu'on avait découpés un peu partout, et des images que j'avais trouvées. Il y a des images fixes aussi là, que j'avais trouvées moi-même là, dans toutes sortes de publications. Ça a été confirmé qu'il était positif, qu'il était ce reporter du virus. C'est que moi, j'étais enceinte. Ils ont dit, là, ça presse, il faut absolument que ta femme passe le test, elle aussi. C'est que je suis allée passer le test et puis je l'ai appris quelques temps après que j'étais moi aussi porteuse. Alors, le sida au féminin, Lise Bonenfant, qui n'est pas ici aujourd'hui, qui aurait aimé ça être avec nous. Lise a été à Vidéofemme pendant 34 ans sur les 40. Alors, c'est quelqu'un de très important pour Vidéofemme. Le sida au féminin, encore là, c'était un sujet dont on ne parlait pas. On parlait du sida, l'Afrique, chez les hommes, chez les homosexuels. Mais le sida chez les femmes, personne ne parlait de ça. On n'avait pas entendu parler de ça. Et Lise et Marie ont travaillé sur ce film-là. Et c'était quelque chose d'avoir les témoignages de ces femmes-là aussi. Et au moment où on le sortait, il commençait à y avoir les premières journées du mondial du sida le 1er décembre. On a un flash de dire, ben là, est-ce qu'ils ont quelque chose? Le Point à Montréal, ils ont-tu quelque chose, eux autres, sur le sida au féminin? J'ai pris le téléphone, puis j'ai appelé au Point, puis j'ai dit... On a fait ça, puis ils ont dit « oui, ça nous intéresse ». Fait que ça a été comme une vente à la télé en l'espace d'à peu près une semaine. En tout cas, tu sais, tout ça s'est fait très, très, très rapidement. Évidemment, quand ces affaires-là arrivaient, on était très fiers. Fait que c'était toujours comme OK, c'était un bon coup. Et donc, le sida au féminin fait partie de ces bons coups-là. Ensuite, Montagnesse de parole, c'est un cycle de deux films que j'ai fait avec les femmes Innu. Encore là, c'était Rolande Rock, Jenny Rock, qui, elle, travaillait au Conseil des Atikamekw et des Montagnais à Québec et avait l'idée d'une grande enquête sur la situation des femmes, des femmes des Premières Nations. Et ça, c'est en 91, là. Ça veut dire que c'est les premières. C'est avant Wakiponi Mobile, c'est avant... à part les films de Lamotte, il y avait rien sur les Autochtones, puis il y avait encore moins rien sur les femmes. Alors, elles avaient entendu parler de Vidéofemme, elles avaient entendu parler de moi, elles m'ont contactée et on a comme tricoté une relation qui s'est avérée très, très riche, fructueuse. Et évidemment, j'ai porté le poids de 400 ans d'histoire. C'était comme toujours un peu particulier de travailler avec elles et de leur donner toute la place et en même temps de faire ma job de réalisatrice. Là. C'était particulier, mais ça a été... on a fait 2 films, ça a été sur 5 ans, ça a été 5 années formidables avec elles. Donc, pour les années 2000, j'ai demandé à ces 3 représentantes, Pauline Voisard, Lisa Suizo et Martine Asselin, de venir en parler. On prend le relais et on a représenté un peu la deuxième vague de Vidéofemme. Puis ce qui était intéressant, c'est que dans ces années-là, se préparait tranquillement le 25e anniversaire de Vidéofemme. Fait que ça a comme fait un pont intergénérationnel qui n'aurait peut-être pas existé. Moi, je connais les fondatrices, je les ai rencontrées. On a célébré ensemble le 25 ans avec toute la nouvelle batch de filles qui sont arrivées grâce au laboratoire, dont je vais laisser Lisa parler des laboratoires. Donc, dans ces années-là, fin des années 90, moi, c'est la période où je suis revenue à Québec aussi, en 97. Puis, c'était un espace Vidéofemme à l'époque où même s'il y avait un ralentissement, si les fondatrices étaient rendues à Montréal à faire d'autres projets, il y avait quand même un esprit
communautaire qui était dans ce centre d'artistes-là qu'on ne trouvait pas dans les autres centres d'artistes. Puis il y avait l'aspect de l'idée de la collectivité, donc les laboratoires qui sont arrivés en 98, de rassembler des jeunes cinéastes, vidéastes, des jeunes femmes qui avaient envie de devenir réalisatrices, qui étaient en début de parcours, puis qui avaient besoin d'une formation. Donc c'était l'idée de se réunir, d'apprendre ensemble à manipuler les caméras, les systèmes de montage, l'éclairage. C'était-tu Linda Roy? C'est Linda Roy, ça, qui était là dans les années 80, très impliquée à Vidéofemmes, qui donnait cette formation-là. Donc, il y avait cette idée aussi de transmettre tout le bagage de connaissances des formatrices de Vidéofemmes. Donc, moi, de Vidéofemmes, c'est ça beaucoup que j'ai appris dans les labos. Au-delà d'apprendre des compétences techniques, c'est de se trouver un réseau de femmes qui avaient aussi envie de faire du cinéma, de la vidéo, et de le faire coûte que coûte en trouvant les moyens pour le faire à Québec, dans une région qui était à l'époque pas très reconnue par la SODEC, par Téléfilm, où c'était plus difficile de faire nos projets, mais il y avait cet aspect-là de on va s'entraider et on va réussir à faire nos projets. Et les labos de Vidéofemmes ont perduré. Et d'une année à l'autre, Vidéofemmes a pris un nouvel élan à ce moment-là parce qu'il y a une nouvelle dizaine de réalisatrices qui arrivaient à chaque année faire cette formation-là. Et après ça, ces filles-là débarquaient à Vidéofemmes pour proposer des projets de documentaire, mais aussi des projets de vidéo d'art, du court-métrage de fiction. Et tout ça était possible. Tableau mouvant, c'est Anne-Marie Bouchard. C'est un film expérimental parce qu'on parle de documentaire parce que c'est ça qui nous a amenés là, mais on ne faisait pas que du documentaire à Vidéofemmes, on a fait des films expérimentaux aussi. Anne-Marie Bouchard est une de celles qui était très active dans cette ligne esthétique et expérimentale-là. Oui, j'ai beaucoup pleuré dans ma vie. Quand j'ai eu 50 ans, j'ai dit, Silotte, c'est fini, cesse de pleurer. Il fait Soleil chez toi. On en a parlé un petit peu de Catherine Nouveau-Logette. C'est vraiment très beau. C'est un beau portrait. Il a bien circulé. Il a gagné des prix du public à Trouville. Il a été célébré et il est très touchant. Et donc, je n'ai pas le goût de parler, mais un beau personnage, un beau film d'auteur. Voilà. Je pense qu'il faut se dire ce qui fait mal puis se regarder en face. Comme dans une vraie famille. Tu sais, dans une famille, quand il y a un truc de dur qui se passe, les gens se parlent. Québec, lieu de passage, qui est un film que j'ai fait en 2007 sur une question encore actuelle un peu quand même. Puis c'est vraiment drôle qu'on ait choisi cet extrait-là parce que c'est un des personnages est comme été au cœur de l'actualité avec des choses qui sont passées slaves dernièrement. Il y a beaucoup de sujets sociaux quand même qui ont été touchés à Vidéofemmes. Celui-là en est un. C'était sur le racisme dans la ville de Québec, la xénophobie ambiante à cette époque-là. Il y avait quand même eu beaucoup de profilage racial, puis on avait le goût d'en parler. Puis je m'étais associée pour le faire parce que c'était pas juste des films de femmes, on s'associait des fois aussi avec des collègues masculins. Donc j'avais fait ce film-là avec Éric Martin, qui était immigrant, aussi parce que je voulais pas parler à travers mon chapeau de situations qui touchaient beaucoup l'immigration ou les enfants d'immigrants. Fait qu'on avait fait ce film-là ensemble. C'était un sujet qui tenait beaucoup à cœur à Éric aussi. Fait qu'on a fait ça ensemble. Mémoire à la dérive. Ça, c'est un film sur la maladie d'Alzheimer. Alors, j'ai suivi des personnes atteintes qui vivent en résidence pendant 2 ans pour voir un peu l'évolution, quel genre de contact, quel genre de relation je pouvais avoir avec ces personnes-là. Donc, ça a été une expérience assez marquante dans ma carrière de réalisatrice. J'ai fait ça avec Josiane. Michel a fait la musique. Donc... Ouais. Ce qui est peut-être intéressant de dire aussi, là, il n'y a pas nécessairement, je pense, de représentants de ces programmes-là, mais dans les années 2000, il y a eu des programmes de soutien qui ont été créés à Vidéofemmes pour encourager la relève et pour aussi soutenir les membres qui étaient rendus plus loin que la relève dans leur carrière. Donc, il y avait 2 bourses. Fait que ces 2 programmes-là étaient vraiment là pour soutenir la création en ayant une petite bourse, puis en ayant un programme de mentorat et en ayant aussi de l'équipement fourni, des partenariats de ce genre-là. Puis, malgré la fusion de Vidéofemmes, tu vas pouvoir en parler, mais ces programmes-là perdurent aujourd'hui. Donc, c'est un bel héritage quand même qui reste de cette époque. Merci à toutes et tous d'être revenus pour cette séance. Merci aux réalisatrices d'avoir pu être présentes et parmi nous. Et Marina Gallet va venir présenter un petit peu l'activité Wikipédia.
Merci aussi à Julia de nous avoir obligés à fouiller dans nos boîtes d'archives et dans nos souvenirs et de se reparler et qui a un peu provoqué cette belle rencontre avec des réalisatrices de Vidéofemmes, des membres de Vidéofemmes de toutes les époques. En général, ça me déçoit. Sans vouloir être négatif, là, c'est que je me questionne à chaque fois que je sors d'ici, savoir pourquoi ils ont appelé ça le salon de la femme. Tu trouves pas que ça ressemble à la femme? Je sais pas. J'ai l'impression que l'image, ou en tout cas les rôles qu'on assigne à la femme, on entretient une espèce d'image, là, comment je dis ça, un peu, même stéréotypée. Hein.